Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a approuvé la réforme des retraites. Les autorités ont déclaré que le texte devrait entrer en vigueur le 1er septembre, malgré les demandes des syndicats de ne pas promulguer cette loi. La décision a suscité une vague de réactions de la part de l'opposition, des syndicats et de la population française. Vendredi, la réforme des retraites a finalement reçu l'approbation du Conseil constitutionnel. Seules les mesures périphériques destinées à stimuler l'emploi des travailleurs âgés ont été rejetées, au motif qu'elles n'avaient pas leur place dans cette législation. Suite à l'annonce, des manifestations spontanées ont eu lieu. À Paris, les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Sur place, la présidente de la CGT, Sophie Binet, a déclaré que l'on ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. La situation sociale en France montre qu'il y a une anomalie démocratique par le fait que, par la décision d'un seul homme, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, on puisse imposer une réforme d'une telle violence. Dans une déclaration commune, les syndicats ont déclaré que ne pas promulguer la loi était le seul moyen d'apaiser la colère dans le pays. Mais les autorités ont ignoré cette demande. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré que le texte devrait entrer en vigueur le 1er septembre comme prévu initialement. Pour Elisabeth Borne, la validation du texte de loi signe la fin de son processus démocratique, ajoutant qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais l'opposition a déclaré qu'elle ne reculerait pas, et les syndicats ont indiqué qu'ils ne participeraient pas à une réunion que Macron voulait organiser demain avec eux. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que la lutte continue. Et Marine Le Pen a affirmé que le sort de la réforme des retraites n'était pas scellé, estimant que le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rejeté une proposition de l'opposition visant à organiser un référendum citoyen sur la réforme des retraites. Une autre demande de référendum a été déposée et devrait être examinée par le Conseil début mai. L'Allemagne réexamine l'investissement controversé de la Chine dans un terminal portuaire à Hambourg. Si l'autorisation de l'investissement est maintenue, la décision pourrait raviver la querelle politique sur les risques des investissements chinois dans le pays. Faut-il maintenir le feu vert donné à la Chine pour investir dans un terminal portuaire de Hambourg? C'est ce que les responsables économiques allemands sont en train de réévaluer. Au début de l'année, l'Agence nationale de sécurité de l'information a classé le terminal parmi les infrastructures critiques. Cela permet au ministère allemand de l'économie de bloquer les achats effectués auprès d'entreprises situées en dehors de l'Union européenne. L'année dernière, le Premier ministre Olaf Scholz a donné son feu vert au géant du transport maritime chinois, COSCO. La société a été autorisée à acquérir une participation de 25% dans le terminal de Tollerort. Ce feu vert a toutefois suscité des inquiétudes en matière de sécurité à Berlin. Les partenaires de la coalition de Scholz ont condamné l'accord, estimant qu'il augmentait la vulnérabilité face à la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi en mettant en garde l'Allemagne contre ce qu'il a appelé la politisation de la coopération commerciale. Hambourg est un nœud clé de l'initiative chinoise Ceinture et Route. C'est le troisième plus grand port à conteneurs d'Europe, avec un tiers de son fret expédié vers ou depuis la Chine. Par voie terrestre, il s'agit également d'une destination majeure. COSCO a investi dans des dizaines de terminaux à travers le monde, Hambourg étant le dernier maillon de son réseau européen. Et un autre sujet inquiète l'Allemagne, il s'agit de Taïwan. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a mis en garde la Chine vendredi contre le recours à la force militaire contre Taïwan. Elle s'est exprimée à l'issue d'entretiens avec son homologue chinois Qin Gang à Pékin. Les conflits ne peuvent être résolus que de manière pacifique. Une modification unilatérale et violente du statu quo serait inacceptable pour nous, Européens. La ministre a ajouté que l'Allemagne suivait avec beaucoup d'inquiétude les tensions dans le détroit de Taïwan et que toute tentative de la Chine de contrôler l'île aurait de graves répercussions pour l'Europe. Ces derniers jours, la Chine a organisé d'intenses exercices militaires autour de Taïwan. Elle revendique l'île comme l'une de ses provinces. La ministre allemande s'était rendue en Chine jeudi dans le but de réaffirmer une politique commune de l'Union européenne à l'égard de Pékin. Elle a ainsi contrebalancé les remarques du président français qui avait déclaré que la France ne devait pas se laisser entraîner dans une escalade entre les États-Unis et la Chine. Au cours de la conférence de presse, le ministre chinois des Affaires étrangères a également répondu aux inquiétudes selon lesquelles
lesquelles Pékin pourrait fournir une assistance militaire à la Russie. Il a déclaré que Pékin ne vendrait pas d'armes à l'une ou l'autre des parties en conflit en Ukraine et que la Chine réglementerait les exportations de biens à double usage civil et militaire. Et aux États-Unis, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s'est engagé à empêcher les fuites de sécurité par tous les moyens nécessaires. Une annonce qui fait suite à la fuite de documents confidentiels la semaine dernière. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus sur les nouvelles mesures de protection annoncées. Les annonces du secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, sont intervenues peu après l'arrestation par le FBI de Jack Teixeira, 21 ans, membre de la garde nationale aérienne du Massachusetts. Il était recherché dans le cadre d'une fuite importante de dizaines de documents hautement sensibles relatifs à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Austin a salué l'arrestation rapide dans le cadre de l'enquête. Il a indiqué que le ministère de la Défense continuera à examiner les conséquences de cette divulgation non autorisée sur la sécurité nationale. Je peux vous dire que nous prenons cela très au sérieux. Il a assuré aux Américains que la mission du ministère de la Défense et de la communauté du renseignement restait inchangée. Rien ne nous empêchera jamais d'assurer la sécurité de l'Amérique. Le suspect Teixeira est un spécialiste en informatique, responsable des réseaux de communication militaire. Les fonctionnaires pensent que les documents du Pentagone ont été divulgués dès le début de l'année sur des plateformes comme Discord. Les dossiers confidentiels comprenaient entre autres des estimations du nombre de victimes russes et ukrainiennes, qui sont en contradiction avec les estimations officielles, et des évaluations des services de renseignement des alliés et des ennemis. Le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, a réagi à la fuite. Il s'agit d'un acte délibéré et criminel. De son côté, le député Mike Waltz a déclaré que l'administration Biden minimisait la faille de sécurité. Pourtant, cela semble avoir été fait si facilement. Selon Waltz, l'infrastructure de sécurité massive du ministère de la Défense coûte des milliards et des milliards de dollars. Je trouve cela bien plus sérieux et grave. Selon Waltz, les États-Unis ont construit des forteresses massives autour de renseignements classifiés. Mais ce sont les initiés qui semblent constituer la plus grande menace. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Et l'un des documents confidentiels américains qui ont fuité suggère que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été espionné. Voici la réaction de son porte-parole. Le secrétaire général est à son poste depuis un certain temps. Il est en politique et un personnage public depuis un certain temps. Il n'est donc pas surpris par le fait que des gens l'espionnent et écoutent ses conversations privées. Un autre document reprocherait au chef de l'ONU d'être trop enclin à satisfaire les intérêts russes. Le porte-parole affirme qu'il ne privilégie aucun pays en particulier. Emmanuel Villeneuve, un agriculteur français, défend le projet controversé de méga-bassines à Sainte-Soline, dans l'ouest du pays. Le projet a donné lieu à de violentes manifestations le 25 mars. Les méga-bassines sont devenues un sujet brûlant dans le débat sur les ressources en eau. Emmanuel Villeneuve affirme que le réservoir d'eau permettra d'alléger la pression sur les ressources pendant l'été. Ses détracteurs dénoncent une mainmise sur l'eau au profit de quelques exploitations agricoles. Cet agriculteur de l'ouest de la France est visiblement bouleversé lorsqu'il parle de la récente manifestation contre les méga-bassines qui a tourné à la violence. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer autour d'une table à discuter comme on le fait là, mais pas en allant détruire les outils des autres. Est-ce que parce que je suis pas d'accord avec mon voisin, je vais détruire sa maison ? Le 25 mars, au moins 6 000 personnes ont participé à une manifestation non autorisée, tandis que plus de 3 000 policiers ont été déployés pour les repousser. Au moins 3 véhicules de police ont été incendiés. Un policier et un manifestant ont été grièvement blessés. La rareté de l'eau est un sujet brûlant en France, premier producteur agricole de l'Union européenne, à la suite de la pire sécheresse jamais enregistrée l'été dernier et d'un hiver sec. Comme d'autres partisans du projet de réservoir, Emmanuel Villeneuve soutient que celui de Sainte-Soline permettra d'utiliser durablement l'excédent d'eau des mois plus frais et plus humides et d'alléger la pression sur les ressources pendant l'été. L'eau, c'est la meilleure assurance qu'on peut avoir. C'est ce qui permet à nos plantes de pousser. Sans eau, il n'y a rien. Sans eau, il n'y a pas de végétation. Les opposants à la construction de ces réservoirs dénoncent une mainmise sur l'eau au profit de quelques exploitations agricoles
Le gouvernement français a récemment annoncé un plan d'économie d'eau qui prévoit notamment de réparer les fuites des canalisations, d'adapter l'utilisation de l'eau par les agriculteurs et de rendre l'eau plus chère pour ceux qui l'utilisent au-delà de leurs besoins de base. Près de 60% de l'eau utilisée en France est destinée à l'agriculture, environ un quart à l'eau potable et environ 10% au refroidissement des réacteurs nucléaires. L'Ouganda semble avoir trouvé un remède surprenant pour préserver l'environnement, la culture du bambou. Un ancien journaliste reconverti dans la culture du bambou a fait de ce concept une réalité. Regardez. Au nord de Kampala, la capitale de l'Ouganda, un ancien journaliste s'affaire dans sa ferme de bambou. Il a lancé ce projet de culture en 2009 pendant son temps libre, dans l'espoir d'inverser la tendance à la dégradation de l'environnement dans son pays. Le bambou est coupé, il suffit d'une saison pour qu'il revienne et repousse. C'est donc une sorte de solution miracle que nous devons utiliser dans notre lutte pour sauver notre environnement. En raison de la pression démographique et de l'exploitation forestière illégale, l'Ouganda a perdu plus d'1 million d'hectares de couverts forestiers. Ce chiffre représente près d'un tiers de la superficie totale du pays. Selon Kalima, le bambou accélère la régénération de l'environnement. Il pousse plus vite et absorbe plus de dioxyde de carbone que les autres plantes et arbres. Les agriculteurs commencent à prendre conscience de la valeur du bambou pour la protection des sols. Cependant, le coût élevé des plants peut être un facteur dissuasif. Le problème que nous rencontrons, c'est que le prix d'un plant reste très élevé. Un plant coûte environ $1. D'autres sont encore plus chers, coûtant jusqu'à $10 pour un seul plant. Kalima transmet son expérience agricole à d'autres personnes dans tout le pays. Nombreux sont ceux qui ont reconnu les multiples avantages du bambou. Lorsque le bambou laisse tomber ses feuilles, il les laisse sur le sol. Et après, elles se décomposent, ce qui ajoute des éléments nutritifs au sol, qui n'aura donc pas besoin de beaucoup de fumier ou d'engrais. Ce que j'ai appris, c'est que le bambou peut avoir des vertus médicinales grâce à son charbon de bois. On brûle la tige, que l'on appelle le chaume, ce qui permet d'obtenir ce charbon de bois, qui est bon pour la digestion, et on peut en faire du savon à base d'herbes. Le bambou est connu pour sa résistance et sa durabilité. Selon Kalima, la plante peut être utilisée pour fabriquer des milliers de produits. Et elle est même suffisamment solide pour servir à la fabrication de cadres de bicyclettes. Il encourage d'autres personnes à cultiver le bambou. La méthode Hodge à l'envers de Lego, fondée par le docteur Daniel Dufour, permet de résoudre des problèmes d'anxiété, de confiance en soi, d'insomnie, de dépression ou encore de divers troubles somatiques découlant de charges mentales. Elle se déroule en 3 étapes: éteindre son mental, reconnaître, ressentir et exprimer ses émotions, et enfin retrouver son savoir inné et son noyau fondamental. Notre journaliste Laetitia Rodriguez est allée à la rencontre de la fille du fondateur de la méthode, Cécile Dufour, psychothérapeute et accompagnante Hodge en cabinet privé. Pendant de nombreuses années, le docteur Daniel Dufour a pratiqué une médecine globale, dans laquelle les causes de la maladie sont traitées au même titre que les symptômes. Il a fondé la méthode Hodge, qui a permis à de nombreux patients victimes de troubles de stress post-traumatique de retrouver leur autonomie et leur bien-être. La thérapie se déroule en 3 étapes. La première nécessite de mettre son cerveau sur pause afin de pouvoir entrer en contact avec ses émotions. Le mental, son job, j'ai envie de dire, et il est bien entraîné pour ça, on l'a complètement entraîné, c'est de nous couper du moment présent, nous mettant dans le futur, donc avec nos peurs, nos « et si », donc nos angoisses, nos appréhensions, les attentes. J'attends que ça se passe, puis du coup j'irai bien, j'espère qu'un jour ça ira mieux. Tout ça, c'est tout le mental qui nous emmène dans le futur. Quand on est dans le futur et dans nos peurs, nos angoisses, on va ressentir une tension dans notre corps. Le mental, une autre technique pour nous couper du moment présent, c'est qu'il va nous mettre dans le passé. Donc dans nos regrets, nos culpabilités, nos remords, si seulement j'avais pas dit, si seulement j'avais fait, si seulement j'avais pas vécu. Et pareil, quand on est dans le passé avec nos regrets, nos culpabilités, nos remords, on va ressentir une tension dans notre corps. Donc la première chose, ça va être déjà de revenir dans le moment présent, parce que ce moment présent, c'est le seul moment dans lequel on vit. Donc il va falloir porter notre attention à notre corps physique et notre corps sensoriel pour revenir là, ici, maintenant. Une fois son cerveau éteint, on peut alors regarder à l'intérieur de soi et prendre conscience de ses émotions. Nous, on parle de 3 grandes familles des émotions. La famille des joies,
la famille des tristesses et la famille des colères. On ne parle pas de la peur, c'est du futur. Les regrets, culpabilité, c'est le passé. Donc, une émotion, je la ressens dans mon présent. Même si l'événement est passé, quand j'évoque l'événement passé, je vais ressentir dans le moment présent les émotions que j'ai pas pu évacuer, que j'ai pas pu vivre, je me suis pas autorisé ou j'ai pas pu laisser sortir. Et ces émotions-là, on va les ressentir dans notre corps physique de nouveau, de manière très palpable, très physique. On n'est pas sur quelque chose de « je sais que je suis triste ». Non, je ressens ma tristesse et je la ressens là. Je la ressens quelque part entre le périnée et la bouche. Et de nouveau, c'est le corps qui va nous donner la réponse de dire « là, il y a une émotion que tu t'es pas autorisé à vivre ». Ce qui est important, c'est vraiment de faire confiance à ce corps-là et de sentir où est le blocage de l'émotion dans notre corps, parce que on va du coup s'autoriser à pas juger notre émotion. Ça, c'est de nouveau un coup du mental, de pas commencer à la diminuer, à y mettre du positif ou du négatif, mais juste de dire ok, je sens clairement une boule, un nœud qui se situe à tel endroit. Une fois que je ressens mon émotion, moi j'aime bien dire, c'est comme si j'ai un enfant qui me dit et, puis je dis attends, je suis en train de parler, et, puis je vais sentir que ça monte jusqu'au moment où j'aurai qu'une envie, c'est de dire quoi ? Ben voilà, c'est ça, ressentir. Une fois qu'on ressent bien, on n'a qu'une envie, et ça c'est quelque chose de complètement naturel, c'est d'ouvrir la bouche et de laisser sortir. Un enfant, quand il est triste, il pleure. Puis il pleure pas en silence, sobrement comme un adulte, il va vraiment pleurer un gros chagrin. Mais le fait d'avoir éteint son mental ne permet pas uniquement d'accéder à ses émotions. La troisième étape est une reconnexion avec son savoir inné, avec son intuition. Ce qu'on peut aussi faire, c'est accéder à notre savoir inné, donc ça veut dire notre créativité, notre intuition, nos envies. On n'est plus dans le « je dois, il faut », mais on est plutôt dans « j'ai envie de faire ça ». S'écouter, ressentir aussi la spontanéité, l'enthousiasme, tout ça, c'est que dans le moment présent qu'on va pouvoir ressentir ça, donc il va falloir éteindre le mental pour avoir accès à ça. Moi je dis toujours le savoir inné, quelque chose qui est, une intuition. Le savoir inné, on le met complètement de côté au détriment du savoir acquis. C'est comme ça c'est possible, c'est pas possible, ça existe pas. Alors qu'en fait, je pense que les deux peuvent être associés. Je peux avoir une intuition, une envie, savoir inné. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est par là que je dois aller. Puis après, mon savoir acquis, ok, comment je réalise le chemin, à quelle date je mets ça en place, ça peut être quelque chose qui peut être mis au service de notre savoir inné. La libération des émotions enfouies et tamisées sous des notions acquises et entretenues par le mental permet ainsi aux patients OJ de guérir de nombreux traumatismes et symptômes. On est responsable quelque part de nos symptômes et de notre mal-être. Si on accepte ça, on accepte qu'en fait on a tout en nous pour être en bonne santé. On a tout en nous pour créer notre propre réalité, on a tout en nous pour prendre nos propres décisions. Et cette chose-là, de savoir qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand, parce qu'en fait on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nous-mêmes, et que si la seule personne avec qui on est sûr qu'on va finir nos jours, c'est nous-mêmes, si on commence à devenir notre meilleur ami, notre meilleur allié, notre meilleur psy, notre meilleur médecin, notre meilleur conseiller, c'est jackpot. Et c'est vraiment le message qu'on souhaite diffuser, ramener la personne à son autonomie, à qui elle est, et vraiment l'amener à retrouver, j'ai envie de dire, qui elle est et son autonomie. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.